Ok, bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer dans 1 minute ce 3e webinaire au sujet des 3 principaux enjeux environnementaux pour les usines du textile et du cuir. Donc, je laisse encore un tout petit peu de temps aux personnes inscrites qui vont se connecter et nous allons pouvoir commencer. Ok, alors nous allons commencer. Donc merci à tous d'être connectés. Je reconnais que certains d'entre vous étaient connectés au précédent webinaire et donc suivent vraiment l'ensemble des sessions que nous proposons. Donc voilà, c'est très positif et nous sommes contents de voir que voilà, vous êtes toujours nombreux à vous connecter. Donc, pour ceux qui se connectent pour la première fois, je m'appelle Francesca Giometti, je suis responsable référente sur les questions environnementales et responsable des formations pour la société Eurofins AQM et j'anime au cours du mois d'avril des webinaires autour du thème des audits environnementaux. Donc, il y a eu 2 précédents webinaires au sujet de comment démarrer avec l'audit environnemental. Ça, c'était le premier webinaire. Ensuite, il y a eu un 2e webinaire pour vous donner un aperçu des points clés qui étaient observés en usine. Donc, c'était vraiment voilà, une façon de vous mettre dans la peau d'un auditeur et de voir aussi quels étaient des points d'évaluation qui sont aussi accessibles en fait à toute personne représentant votre entreprise qui vont en usine et qui veulent se faire une idée de la performance environnementale de cette usine. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 enjeux, c'est-à-dire de 3, je dirais, d'une part un peu de difficulté bien sûr, puisqu'on entend par là qu'il y a des problématiques environnementales pour les usines du textile et du cuir qui ne sont pas simple évidemment à aborder et à affronter, et donc on va parler de ces problématiques aujourd'hui et de comment les usines peuvent être aidées et comment elles peuvent être mises sur la bonne voie pour travailler sur ces sujets-là. Donc la présentation ne sera pas trop longue aujourd'hui et puis comme ça je pense on aura plus de temps aussi pour les questions. Comme toujours, le webinaire est enregistré et disponible sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je m'excuse pour le précédent webinaire en français qui était pour lequel on avait des problèmes de connexion. Alors sachez que vous pouvez, si besoin, accéder à la version en anglais sur notre chaîne YouTube et sur la version en anglais, il n'y a aucun problème de connexion. Et aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Alors, quels sont les 3 enjeux dont on va parler aujourd'hui ? Donc, on a choisi de se concentrer sur tout d'abord la question des produits chimiques dangereux qui sont utilisés dans la production. Donc ça, évidemment, c'est vraiment le premier enjeu que je mets en avant. Et vous allez voir qu'en fait, cet enjeu-là, il est complètement lié au suivant. Donc, en fait, travailler sur le premier enjeu, c'est aussi travailler sur les enjeux qui vont être expliqués par la suite. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment l'usine doit se mettre dans les bonnes conditions pour mettre en place une stratégie d'élimination de produits chimiques dangereux de sa production. Le 2e enjeu dont on va parler, c'est le traitement des eaux usées. Alors, on parle à nouveau des usines de wet process, des usines de teinture, de denim, des usines de cuir, les tanneries. Ce sont les typologies d'usines où, rappelez-vous, on a l'utilisation de produits chimiques et d'eau. On a donc aussi la problématique de génération d'eau usée qu'il faut réussir à traiter et à maîtriser convenablement. Donc, nous allons parler aussi des difficultés auxquelles font face les usines et de ce qui devrait être fait, en tout cas pour améliorer ce point-là. Et finalement, on parlera aussi brièvement des déchets. Vous verrez que finalement, ce sujet des déchets, il est complètement lié évidemment à la première problématique des produits chimiques. Et donc, j'insiste beaucoup sur cette première
ce premier sujet des produits chimiques, c'est finalement le cœur du problème. Et si on s'attaque au cœur du problème, on arrivera justement à mieux maîtriser aussi les autres problématiques. Alors, nous allons démarrer sur la partie produits chimiques. Et du coup, je voudrais vous montrer des images. Alors, vous voyez ces photos qui ont été prises dans des usines. Hein. Donc, vous voyez apparaître ce symbole. Alors, je vous propose de répondre à un petit quiz. Alors, je vais ouvrir. Pardon. Alors, pardon, je recommence. Alors, première question. Donc, dans les photos que vous voyez apparaître, donc vous voyez le même symbole. Est-ce que vous pouvez voter pour me dire quels sont les dangers qui sont représentés par ce symbole que vous voyez sur les deux photos? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Et ça, d'ailleurs, je l'expliquerai. Hein, mais en fait, un symbole peut correspondre à plusieurs dangers. Donc voilà, je vous propose de voter pour qu'on sache, pour avoir une idée de globalement votre compréhension de ce symbole. Alors, on a à peu près 60% des gens qui ont voté. N'hésitez pas encore à prendre le temps d'indiquer les réponses qui vous paraissent être les bonnes. Alors, les termes sont en anglais, mais je pense qu'on arrive à les comprendre. Le premier, c'est irritant, donc c'est le même mot. Carcinogène, c'est un terme pour indiquer un risque d'apparition de cancer. Le troisième, c'est un impact sur le système respiratoire. Acute toxicity, c'est toxicité aiguë. Et le dernier, c'est toxique pour la reproduction. OK. Donc, je vais arrêter le vote et nous allons faire apparaître les résultats. Alors, est-ce que tout le monde voit mes résultats? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à écrire dans questions et réponses. Hein, si les résultats de l'enquête n'apparaissent pas, vous me le dites sur le questionnaire. OK. Alors, on voit qu'une grande majorité de votants ont répondu que ce symbole correspond à Respiratory Sensitizer. Effectivement, c'est une bonne réponse. D'autres personnes ont indiqué que ce produit chimique était aussi toxique pour la reproduction. C'est aussi une bonne réponse. Et 32% ont indiqué risque lié à l'apparition d'un cancer. Donc ça, c'est aussi une bonne réponse. Donc en fait, c'était ça les trois bonnes réponses. Carcinogen, Respiratory Sensitizer et Reproductive Toxicity. Donc pour ce même symbole, on a effectivement ces trois dangers-là qui peuvent être associés. En revanche, donc ce symbole ne correspond pas au risque irritant. Le symbole pour irritant, c'est un symbole où on voit un point d'exclamation. Et enfin, acute toxicity, donc toxicité aiguë, c'est aussi un autre symbole pour ce type de danger, c'est le symbole avec la tête de mort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que toxicité aiguë? En fait, ça veut dire que la substance chimique va être toxique avec une dose unique et immédiate. Une exposition unique, ponctuelle, va tout de suite engendrer un certain niveau de toxicité. OK. Donc, merci à tous d'avoir voté. Je vais fermer la fenêtre. Et donc, revenons-en à ces images. Donc, ces photos ont été prises dans des usines. Hein. Donc, on voit que ces symboles apparaissent. Ce qui est très important, comme vous l'avez vu, c'est de bien avoir en tête qu'un symbole peut correspondre à des dangers différents. Donc, il ne faut pas tout de suite s'inquiéter en voyant ce symbole, en se disant « Mon Dieu, ce produit est cancérigène ». Non, ce n'est pas forcément un produit cancérigène, mais ça pourrait l'être. Donc, comment on fait à savoir quel est le danger exact qui correspond à ce symbole? Donc, c'est ce que j'ai indiqué ici. Il faut,
pour comprendre exactement quel est le risque, vous devez regarder à la fois le pictogramme, mais aussi ce qu'on appelle les hazard statements, c'est-à-dire les phrases d'identification des dangers. Alors là, je vous ai mis deux exemples et vous voyez justement que ce même symbole, il peut être associé soit de ce type de hazard statement, donc c'est souvent la lettre H plus un certain numéro, et celui-ci, par exemple, c'est suspected of damaging fertility or the unborn child. Donc, vous pourriez avoir ce symbole-là et sur l'étiquette, vous pourriez avoir ce commentaire-là. Ou alors, sur un autre produit chimique, vous pourriez aussi avoir le même symbole, mais une autre identification de risque, par exemple le H334 qui dit en gros que ce produit chimique peut causer de l'allergie et des symptômes d'asthme, des difficultés à respirer. Donc vous voyez bien qu'avec le même symbole, on est quand même sur deux problématiques différentes. Ici, on est sur quelque chose, sur le premier, c'est quelque chose d'assez grave en termes de risque d'impact sur la fertilité, voire d'impact sur un fœtus. Et là, on est sur un risque de difficultés respiratoires. Voilà. Donc, très important de bien avoir en tête qu'on a un symbole, mais on a aussi des éléments très importants pour identifier de quel risque exact il s'agit. Ceci dit, à partir du moment où on a un symbole, comme celui-ci sur un produit chimique dans une usine, il faut évidemment enquêter pour se renseigner sur la dangerosité de ce produit chimique. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est éventuellement plus sur une question de difficulté respiratoire que de problèmes de fertilité que c'est pas grave. Évidemment, ça reste un risque lié aux produits chimiques qui est très important et qui va affecter les travailleurs dans l'usine. Donc, pourquoi je vous montre ces photos? L'idée, c'est déjà de comprendre de quels produits chimiques dangereux on parle dans une usine de production textile ou de cuir. Donc, je vais vous donner aussi d'autres exemples en termes de dangerosité des produits. Alors, j'en avais peut-être déjà un peu parlé dans les précédents webinaires. Je vais faire une étude de cas sur le textile et une étude de cas sur le cuir. Alors, dans le cas du textile, le permanganate de potassium, est-ce que ça vous parle? Alors, à quoi ça ressemble? C'est un produit chimique qui est de cette couleur rose, on peut dire plutôt fuchsia violet. Donc, vous voyez sur la photo, ici, on a un contenant avec du permanganate de potassium, donc dans une usine de dénime. Alors, pourquoi? Parce que ce produit chimique est effectivement utilisé pour délaver, oui, pour le délavage du jeans. Vous voyez effectivement sur la deuxième photo, ça c'est ce qu'on appelle le fameux pipi spray, donc c'est le permanganate potassium spray process, c'est-à-dire que le travailleur, avec une sorte de pistolet, va vaporiser du permanganate de potassium sur le produit dénime pour obtenir un certain effet sur la matière. Donc, c'est assez intéressant parce que je pense que vous vous souvenez de la problématique du sandblasting, un procédé donc de délavage du jeans à partir on appelait ça le sablage, qui avait été très critiqué puisqu'on avait effectivement découvert que le sandblasting était responsable de problèmes respiratoires très graves chez les travailleurs, voire avec des conséquences vraiment très très inquiétantes pour leur santé. Et donc, ce procédé de sandblasting avait été interdit. Il a donc été en grande partie, dans beaucoup d'usines, remplacé par le permanganate de potassium, qui est donc pulvérisé sur les jeans. Or, ce produit chimique a lui aussi des conséquences sur la santé des travailleurs. Alors, effectivement, ça dépend dans quelles conditions il est utilisé, bien sûr. Mais voilà, je vous ai mis un article qui a paru il n'y a pas si longtemps, comme vous pouvez le voir. On est sur un article du 11 juillet 2019, donc je dirais que c'est quand même très récent, qui a été donc rédigé par l'organisation que vous connaissez peut-être, Clean Clothes Campaign. Et comme vous le voyez, cet article met en avant certaines préoccupations par rapport à l'utilisation du permanganate de potassium dans le process de délavage du jean en Turquie. Donc ça, c'est très intéressant parce que moi, pendant toute mon expérience en usine, quand j'allais voir des usines de dénime,
très régulièrement, j'ai observé ce procédé de permanganate de potassium vaporisé sur les jeans. Alors, j'attire votre attention sur le fait que tout dépend évidemment de comment ce produit chimique est manipulé. Comme vous le voyez sur cette photo, on est dans une situation qui n'est pas acceptable puisque on a des travailleurs qui ne portent pas tous des masques respiratoires. On voit qu'il y en a 2 qui portent des masques comme les masques médicaux, hein, qui sont juste des bouts de tissu, en tout cas d'une matière qui ne filtre pas les matières chimiques. Donc, ils ne sont pas protégés. Leurs voies respiratoires ne sont pas protégées. De plus, la personne qui tient le jeans ne porte pas de gants. Et vous voyez qu'en fait, derrière ces 3 personnes, il y a des sortes de boudins qui normalement devraient être gonflés et on devrait enfiler le jean sur ces boudins. Et derrière ces boudins, il devrait y avoir un rideau d'eau. Ça, c'est très important parce que l'eau qui coule derrière ce support est censée absorber une partie des émanations de produits chimiques. Donc, voilà, on est dans une situation où il faut effectivement analyser les conditions de travail et se rendre compte si la situation est critique ou pas. Si les travailleurs portent des masques respiratoires, s'ils portent des gants, s'ils portent une combinaison qui fait que leur peau n'est pas exposée aux produits chimiques, s'il y a bien un rideau d'eau pour absorber le produit chimique, bon, dans ce cas-là, évidemment, le travailleur est mieux protégé. Mais ceci dit, voilà, sachez que pour aller plus vite, comme vous pouvez le voir, en fait, pour un rendement plus optimal, hein, on va faire l'impasse sur le bon procédé qui consiste à mettre le jeans sur les boudins et avoir le rideau d'eau. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus rapide de prendre le jeans entre les mains d'un travailleur, de vaporiser, de le mettre de côté, d'en prendre un autre. Voilà, donc on est sur une question de, à nouveau, hein, l'usine a privilégié la rapidité à la santé des travailleurs. Alors, vous verrez dans la présentation que vous allez recevoir demain, j'ai ajouté des slides sur des produits chimiques dangereux qui sont utilisés dans la production textile et cuir et quels sont leurs impacts sur la santé. Voilà, c'est pas la peine de vous lire le tableau, donc je préfère vous l'envoyer et passer à des choses un peu plus pragmatiques. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de se poser d'abord la question de comment on commence à s'intéresser à ce sujet d'éliminer les produits chimiques. Moi, je pense que parfois, on va trop vite. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, demain, je vais mettre en place une liste de substances que je ne veux pas voir dans l'usine, je l'envoie à l'usine et il faut qu'elle travaille là-dessus. Je pense que la priorité, c'est déjà de se demander, est-ce que l'usine, elle est préparée à travailler sur ce sujet? Est-ce qu'elle est dans les bonnes conditions pour commencer à s'attaquer à ça? Et le deuxième point, je pense que ça peut être intéressant de voir comment l'usine elle est organisée, quelles sont, on va dire, les procédures et les documents qui sont essentiels que l'usine doit avoir et doit commencer à mettre en place si elle veut travailler à ce contrôle des substances dangereuses dans la production. Alors, comment faire en sorte que l'usine soit mieux préparée? Alors, pour moi, il y a vraiment un point qui est essentiel, c'est le fait qu'il doit y avoir quelqu'un au sein du management qui a été désigné pour être responsable de la gestion des produits chimiques. C'est essentiel qu'il y ait une personne, voire une équipe, hein, mais bon, qu'il y ait déjà une personne qui soit le référent sur la question des produits chimiques. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait au moins une personne au sein du management qui sait lire une fiche de sécurité, qui sait en fait analyser un minimum les informations qu'on va trouver sur les étiquettes des produits chimiques et sur la documentation qui va être fournie par le fournisseur de produits chimiques. Cette personne, elle doit aussi être à l'aise, je vais dire, avec l'analyse des risques. Hein. Alors attention, on ne dit pas que l'usine doit recruter un chimiste, hein, forcément, ou un ingénieur avec 5 ans ou 10 ans d'expérience dans la chimie, mais par contre, on parle de choses, l'expérience de lire des fiches de sécurité, l'expérience de remplir un inventaire de produits chimiques, l'expérience d'identifier ces fameux hazard statements
qu'on a mentionnées au début, qui sont liées aux symboles, aux pictogrammes. Tout ça, c'est des choses, voilà, qu'il y a une personne dans l'usine qui doit être à l'aise avec ça, qui doit avoir l'habitude de le faire et qui doit être officiellement désignée pour voilà, être responsable de ce type de tâches. Ensuite, effectivement, c'est important aussi que cette personne, elle comprenne quelles sont les attentes des clients sur la partie produits chimiques. Et c'est aussi quelqu'un qui doit être en mesure de regarder un rapport de test, qui doit savoir voilà, lire un certificat pour un produit chimique. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est déjà d'avoir une personne qui a été désignée officiellement et qui va être responsable de ce sujet des produits chimiques. Ça, c'est très important. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur LinkedIn des gens qui avaient un poste lié aux produits chimiques et qui étaient justement en charge de faire le suivi sur ce sujet-là. Alors, il y a finalement de plus en plus d'usines, en tout cas, qui ont compris l'importance d'avoir une personne en charge du sujet. Donc, je vous ai mis 2 exemples de descriptifs de postes de personnes qui ont voilà, la responsabilité de faire le suivi sur les produits chimiques. Donc, par exemple, vous pouvez regarder sur la droite, vous voyez par exemple que cette personne, elle est responsable de vérifier qu'il y a toujours des fiches de sécurité originales à jour, traduites en langue locale. C'est la personne qui met à jour l'inventaire de produits chimiques. C'est la personne qui va vérifier justement la liste de produits chimiques restreintes qui ne doivent pas être utilisés dans la supply chain. C'est la personne qui va voilà, faire le lien aussi entre les sujets des produits chimiques et des déchets, la personne qui va regarder la partie Personal Protective Equipment. Enfin voilà, donc vous voyez, je pense que c'est très intéressant de voir que c'est un poste qui n'est pas, alors qui peut peut-être être rare dans certaines zones. Enfin, en tout cas, dans certaines parties des pays de production, ça peut être plus rare de trouver ce type de profil, mais c'est un emploi, je dirais, c'est une responsabilité qui est quand même de plus en plus prise en compte par le management des usines. Alors justement, moi j'en profite pour vous demander, vous, ce que vous en pensez. Donc je vais vous proposer de répondre à un deuxième petit questionnaire. Voilà, donc là, c'est sur la base de votre expérience à vous. Est-ce que vous diriez que voilà, le fait que les usines aient un manager qui soit en charge des produits chimiques, est-ce que vous diriez que c'est quelque chose qui quand même est très rare? Est-ce que vous diriez oui, mais bon, finalement, est-ce que ces personnes sont vraiment qualifiées? Vous diriez que oui, et que d'ailleurs, vous avez vu que ces gens étaient qualifiés. Est-ce que vous diriez que globalement, c'est quand même plutôt le compliance manager qui finit par avoir cette responsabilité? Ou est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais voilà, on est quand même conscient qu'il y a un besoin de formation sur ce sujet? Ok. Alors, merci à tous pour avoir voté. On va arrêter le vote dans quelques secondes. Hop. Donc, vous êtes une majorité à avoir répondu que vous ne savez pas. Ok. Je comprends parfaitement. C'est pas forcément quelque chose. C'est pas forcément une information dont vous disposez. C'est d'ailleurs en fonction de soit si la question est posée lors d'une visite d'usine, soit ça peut être une information qui est remontée lors d'un audit. Bon, typiquement, hein, évidemment, lors d'un audit environnemental, vous saurez s'il y a ou pas une personne qui est en charge. Peut-être que selon les standards d'audit sociaux, vous pouvez peut-être aussi avoir cette information, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc effectivement, il faut déjà pouvoir se renseigner pour savoir s'il y a ou pas une personne en charge du sujet. Alors, 32% disent oui, c'est de plus en plus commun, enfin c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais effectivement, les personnes qui ont été désignées ont besoin de renforcer leurs connaissances sur le sujet.
Alors, effectivement, moi, c'est aussi mon… Ah, pardon, je m'excuse, je n'avais pas partagé les résultats. Voilà. Donc, je dirais que c'est assez aligné avec ce que moi, j'ai pu observer au cours de mon expérience dans des usines dans vraiment différentes parties du monde. C'est quelque chose, alors surtout pour des pays peut-être en Asie, il peut y avoir quelqu'un qui a été désigné, mais alors ça pourrait être effectivement le compliance manager en fait, et donc il n'a pas toujours les connaissances sur la gestion des produits chimiques. D'où l'importance de les former et de trouver les éléments de formation. Donc ça, je vous partagerai aussi les idées pour former ces personnes-là. Alors, une petite boîte à outils pour l'usine. Alors, on pourrait passer une journée à expliquer chaque élément de cette boîte à outils, mais là, je vous donne vraiment juste un aperçu. Donc, avoir une liste de ces fameuses substances qui sont interdites ou restreintes et qui concernent tous les produits chimiques qui sont dans l'usine. Hein. Donc ça, avoir cette liste, mais surtout avoir une compilation de toutes les demandes des clients, c'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que l'usine doit être organisée pour savoir effectivement tel client a telle restriction, tel autre client a telle autre restriction. Donc, il doit pouvoir s'organiser en ayant un fichier qui soit bien organisé avec l'ensemble des attentes des clients. Évidemment aussi la connaissance des réglementations pour les pays dans lesquels les produits chimiques vont être, les réglementations des pays où les produits vont être vendus, les produits finis. Donc, avoir une première identification des attentes des clients, voilà, c'est la priorité et mettre ça par écrit. Ensuite, ce qui est vraiment très important, c'est la politique d'achat des produits chimiques et la liste des fournisseurs de produits chimiques qui sont approuvés. Ça, c'est important parce qu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est à l'usine quand même de donner ces critères aux fournisseurs de produits chimiques pour considérer que ce fournisseur de produits chimiques est suffisamment transparent, qu'il donne tous les documents nécessaires. Voilà, il y a quand même un certain nombre de critères qui sont essentiels pour que l'usine puisse voilà, récupérer les informations dont elle a besoin sur les produits chimiques. Elle a besoin de fournisseurs de produits chimiques qui soient fiables et qui soient transparents. Donc là, voilà, sur la partie politique d'achat, il y a effectivement un outil qui est très important. C'est donc la politique avec les critères de sélection de ces fournisseurs de produits chimiques. Alors, après, il y a aussi la liste des preuves que l'usine peut accepter, donc des preuves qui sont fournies par les fournisseurs de produits chimiques pour prouver que le produit chimique est en conformité avec la liste des substances restreintes. Voilà, donc par exemple, l'usine, elle peut dire, voilà, moi j'obtiens différents documents. Parfois j'obtiens un rapport de test, parfois j'obtiens un certificat, parfois j'obtiens une lettre, une déclaration du fournisseur qui me dit, je vous certifie que le produit que je vous vends est en conformité avec une liste de substances restreintes. Mais ça peut être aussi un rapport de test ou autre chose. Donc vous voyez, il y a différents types de preuves qui peuvent être fournies et c'est à l'usine aussi de prendre un peu de recul par rapport à ces différents types de preuves et de dire lesquelles sont fiables, lesquelles sont acceptées et lesquelles ne le sont pas. Et enfin, je dirais que dans la boîte à outils de l'usine, il faut aussi un process de suivi. C'est-à-dire que l'usine doit être capable de vous dire, pour chaque produit chimique qui sont potentiellement concernés par les substances dangereuses, ils doivent pouvoir vous dire, ben voilà, pour tel produit chimique, je demande à mon fournisseur de me fournir telle et telle preuve. À tout moment, voilà, si vous me demandez pour n'importe quel produit chimique trouvé dans mon usine, s'il est conforme ou pas à une liste de substances restreintes et où j'en suis, en tout cas sur le sujet, il doit y avoir un fichier où on peut savoir, voilà, pour tel produit chimique, est-ce qu'on a pu récupérer des preuves de conformité ou pas, où est-ce qu'on en est, voilà, c'est ça qui est important, c'est le suivi. Donc, on ne dit pas forcément que l'usine, elle doit avoir trouvé une alternative pour chaque produit chimique, on ne dit pas qu'elle a forcément déjà toutes les preuves que ce produit chimique est conforme, mais en revanche, elle avance sur le sujet et elle prouve qu'elle a mis en place un suivi.
Voilà, donc ça c'est juste pour vous donner un aperçu. Voilà, s'il y a des questions, j'y répondrai par la suite. Alors, on va parler de traitement des eaux usées. Rapidement, je vous ai juste mis un petit breakdown de ce qu'on retrouve comme polluants dans les eaux usées. Alors, vous voyez qu'on a vraiment des choses très, très différentes. Et vous voyez qu'on a, alors ça c'est pour le textile, on a en grande majorité du sel. Alors, je vais vous poser une petite question. Voilà. Alors, rappelez-vous que c'est anonyme, donc ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas la réponse, mais ce serait intéressant quand même de, voilà, de vous questionner là-dessus. Est-ce que ce sel qu'on retrouve dans les eaux usées, est-ce qu'il peut être récupéré ou pas? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question que je vous pose, pour ceux qui sont dans l'industrie du cuir, est-ce que les eaux usées du tannage végétal n'ont pas besoin d'être traitées? Ok, alors c'est intéressant, vous allez voir. On n'a pas des. À la première question, surtout, la question n'est pas. Voilà, on est vraiment. Les gens sont vraiment partagés entre le vrai ou faux. Donc, c'est très intéressant. Je vais laisser encore quelques petites secondes à ceux qui n'ont pas répondu. Et on va pouvoir regarder les résultats. Alors, c'est parti. Je partage les résultats. Donc, c'est 50-50. Sur la première question, vous êtes la moitié à avoir répondu oui et la moitié à avoir répondu non. Ok, c'est très intéressant. Alors, en fait, le sel qui est dans les eaux usées, il peut être récupéré. Donc, il faut évidemment mettre en place un certain système pour pouvoir récupérer ce sel. Mais voilà, effectivement, c'est une ressource qui pourrait ne pas être perdue, qui pourrait être réutilisée en plus de ça dans le process. Donc, je veux vous en dire plus. Deuxième question, est-ce que le tannage végétal n'a pas besoin d'être traité? Dans ce cas-là, c'est bien, vous êtes une majorité à avoir effectivement répondu que c'était faux. Ce n'est pas parce que on fait un tannage végétal que les eaux usées ne sont pas. Alors, attention au mot polluer. La pollution, c'est une question de concentration. C'est-à-dire que même si vous avez des éléments qui sont naturels, on va dire, qui ne sont pas issus de produits chimiques industriels, si vous avez des éléments qui sont naturels dans l'eau, mais qui sont présents en trop grande quantité, ça représente un danger pour l'environnement parce qu'on va déséquilibrer l'équilibre normal de l'environnement. Donc, même si on n'a pas de métaux lourds ou de produits chimiques dangereux dans les eaux usées du tannage végétal, on a quand même une très forte concentration d'éléments qui, s'ils sont rejetés directement dans une rivière, peuvent engendrer un déséquilibre. Donc, il faut traiter les eaux usées, même du tannage végétal. Ok. Alors, pour revenir à notre breakdown des contaminants dans les eaux usées, pour vous expliquer, alors, hop, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, je vous ai indiqué effectivement les conséquences de ces éléments sur les paramètres de l'eau. Par exemple, vous voyez qu'on a différents composants qui vont augmenter le pH de l'eau, qui vont augmenter d'autres paramètres qui sont observés quand on s'intéresse à la qualité de l'eau. On a bien évidemment les pigments qui vont être responsables de l'augmentation de la couleur, de l'augmentation des substances toxiques comme les métaux lourds. Et on a donc aussi par exemple le sel. Donc comme on disait, le sel, alors même si c'est un élément qu'on trouve dans la nature, le sel, s'il est présent en trop de grande quantité dans l'eau, en fait ce qui se passe, c'est que plus il y a de sel dans l'eau, plus l'eau est chaude
et moins il y a d'oxygène dissous disponible dans l'eau. Donc vous voyez, même un élément naturel, s'il est présent en trop grande quantité, il va engendrer un déséquilibre. Et donc ce sel, comme on disait, il peut être récupéré. Donc ça s'appelle a caustic recovery plant. C'est un système qui permet de filtrer le sel qui est dans les eaux usées et qui permet de le réutiliser. Je vous enverrai une fiche technique sur ça, c'est très intéressant. Alors, quels sont les problèmes avec les stations d'épuration? Alors, j'en avais un petit peu parlé la dernière fois, mais je vous ai refait une petite liste ici de points, les points principaux à retenir. Un manque de connaissances techniques des opérateurs, donc des personnes qui ne sont parfois pas qualifiées, qui sont en charge de la station d'épuration. On a aussi le problème de la capacité de la station d'épuration. Le fait que des usines vont, par exemple, construire une station d'épuration plus petite que ce qu'ils auraient dû construire. D'ailleurs, là, vous voyez sur la photo qu'on est sur une station d'épuration qui n'est pas loin de déborder. L'eau est vraiment, si vous voyez le niveau de l'eau, il est quasiment au top, il arrive presque au sommet des bassins, donc c'est une station d'épuration qui est surchargée. Le fait que beaucoup d'usines préfèrent avoir une station d'épuration chimique par rapport à une station d'épuration biologique. Alors, en fait, pour faire simple, il y a différentes typologies de stations d'épuration et c'est vrai que pour beaucoup d'usines, en tout cas dans les pays de production d'Asie où on n'a pas forcément beaucoup de contrôle des autorités locales, où c'est une problématique qui est récente de contrôler les stations d'épuration. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les usines construisaient les stations d'épuration les plus simples possibles avec simplement un process chimique. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, ça demande moins de connaissances et c'est une station d'épuration qui prend moins de place, qui demande moins d'énergie, donc qui est préférée. Sauf que, en réalité, si on veut un traitement qui soit plus performant et plus adapté aux eaux usées du textile, il faudrait plutôt avoir une station d'épuration biologique. Voilà. On a aussi la problématique, et ça j'en avais parlé, du fait que les paramètres de l'eau ne sont pas testés régulièrement ou ne sont pas correctement testés. Il y a un manque de suivi sur la performance de la station d'épuration. Beaucoup d'usines encore ne font qu'envoyer des échantillons à des laboratoires externes. Il y a aussi un manque de maintenance des bassins de la station d'épuration. Pourquoi? Parce que souvent c'est une question de temps, c'est une question de on n'arrête pas la station d'épuration puisqu'on est tout le temps en train de produire, alors qu'il faudrait pouvoir le faire de temps en temps pour pouvoir refaire des réparations. Et évidemment le coût, ça c'est évident, les usines font des économies en laissant un peu de côté la station d'épuration. Moi, je reviens au premier enjeu, c'est-à-dire que si déjà l'usine travaille à ne plus utiliser des produits extrêmement polluants, et si elle trouve des alternatives, eh ben non seulement elle réduit donc la problématique de l'exposition des travailleurs aux produits chimiques, mais surtout, voilà, elle avance aussi sur le sujet des eaux usées. Si on a moins de produits chimiques dangereux à la source, on a évidemment moins de polluants dans les eaux usées. Donc, si on a moins de polluants dans les eaux usées, on a moins besoin d'investir dans un traitement des eaux qui soit ultra performant et ultra avanceux et coûteux. Donc ça, c'est très important. Revenir toujours à l'enjeu numéro 1, c'est un peu la façon finalement de mieux contrôler aussi ce qui va se passer à la sortie et d'éviter des dépenses sur le traitement des eaux usées. Ceci dit, vu que c'est pas si simple que ça et qu'il y a encore beaucoup d'attention qui est nécessaire sur la qualité du traitement des eaux usées, ce qui peut être intéressant, c'est aussi les outils de suivi. C'est-à-dire que si effectivement il y a un manque de connaissances de la part des opérateurs, alors ils peuvent être formés bien sûr, mais on peut aussi faire appel de plus en plus à des nouvelles technologies qui vont permettre d'aider à faire le suivi. C'est-à-dire qu'il y a un écran, il y a un ordinateur avec des sondes, des trucs qui sont connectés au bassin. Et cet ordinateur, il va dire justement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut contrôler et si le process se déroule bien ou pas. Je pense que c'est très intéressant finalement de se dire pourquoi pas s'intéresser à ces technologies pour aider des usines à mieux faire le suivi de leur traitement des eaux usées.
C'est soit ça, soit effectivement recruter un personnel qui va être plus, voilà, qui aura plus d'expérience pour pouvoir faire le suivi de la station d'épuration. Ça, ce sont des idées, hein. Je vous donne vraiment un aperçu des solutions. Alors, rapidement sur la partie des déchets. Donc, là, on voit hein, les pratiques qui sont des pratiques communes, hein, c'est-à-dire on a principalement quoi quand on va en usine, on voit que les déchets, c'est surtout des bidons de produits chimiques vides. Ce sont aussi des chutes de tissus et du carton. Ça, ce sont voilà, des exemples de déchets générés par l'industrie textile. J'en avais parlé aussi la dernière fois. Je vous montre à nouveau hein, une photo des boues des stations d'épuration. Et là, j'ai une autre photo pour vous montrer aussi quelque chose que j'ai pu observer sur le terrain, hein, des personnes, enfin voilà, des usines qui brûlaient aussi leurs déchets. Donc vous voyez, on a par exemple ici des chutes de tissus où d'ailleurs, je me souviens que c'était en fait des éléments qui étaient issus de tout ce qui avait été évacué en fait du drainage system, hein, du système d'évacuation des eaux usées. Ils avaient récupéré les éléments solides et c'était des chutes de tissus notamment et ils les brûlaient là devant nous. Bon. Voilà, ça c'est pour dire que ce sont des problèmes auxquels on peut faire face dans l'usine, le fait de brûler les déchets, le fait d'avoir des boues usées qui soient en contact avec la pluie et en contact avec le sol, et surtout qu'est-ce qu'on fait de ces bidons de produits chimiques qui sont vides. Alors moi je vous ai mis 4 points sur les améliorations sur la gestion des déchets. Prioriser. À nouveau, hein, je pense que l'usine, sur tout l'ensemble des déchets qu'elle génère, il faut être conscient qu'il y a des déchets qui ne sont absolument pas dangereux, qui ne posent aucun problème. Que ce soit le carton ou les chutes de tissu, ne vous inquiétez pas parce que ça, ce sont vraiment c'est même pas des déchets en fait, ce sont des byproducts que l'usine va certainement, enfin souvent quand même, trouver une façon de réutiliser, ou en tout cas ils vont être vendus ou récupérés sur le marché local et ils seront recyclés. Donc il faut vraiment imaginer que c'est quand même souvent des pays, les pays de production, où on ne manque pas d'imagination pour réutiliser les byproducts. Ce qui est important, la priorité, c'est les déchets vraiment dangereux. Donc il faut vraiment se concentrer sur les déchets liés aux produits chimiques et sur les boues usées de la station d'épuration. Ça, c'est la priorité numéro 1. Donc vraiment interroger les usines sur ces deux sujets-là, ces deux typologies de déchets. Sur ces deux typologies de déchets, qu'est-ce qu'on veut obtenir? C'est la transparence. On veut que l'usine puisse dire qu'est-ce qui est fait de ces déchets dangereux. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce que fait l'auditeur? Généralement, il vérifie les contrats avec les sociétés qui viennent récupérer les déchets. Donc, dans ces contrats, on doit comprendre qui est-ce qui vient chercher les boues usées, qui est-ce qui vient chercher les bidons de produits chimiques vides et qu'est-ce qu'ils font de ces déchets. Alors, ce n'est pas toujours facile d'obtenir l'information, mais ça peut être indiqué dans les contrats qui sont signés avec ces sociétés. C'est important aussi d'interroger l'usine et de lui faire comprendre que c'est aussi sa responsabilité de se renseigner sur les pratiques locales pour évaluer lesquelles sont les plus adaptées et lesquelles sont les plus dangereuses pour l'environnement. Si c'est difficile de travailler sur ce sujet-là, par exemple, moi je me souviens d'une usine au Bangladesh qui était consciente que c'était difficile de trouver un partenaire fiable pour gérer convenablement les boues usées. Donc, elle avait fait quelque chose qui ressemble vraiment à ce que nous, on fait avec les déchets nucléaires, hein, c'est-à-dire qu'elle les avait enterrés. Elle avait enterré ses boues usées, donc pas directement dans la terre, mais elle avait en fait, elle avait creusé une tombe bétonnée, donc elle avait fait un cercueil pour mettre ces sacs de boue séchés de station d'épuration, dans l'attente de signer un partenariat avec une usine de ciment pour pouvoir récupérer les sacs de terre, de boue usée. Hein. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment différentes approches possibles, mais de toute façon, ce qui est important, c'est d'évaluer si l'usine elle a compris la dangerosité du déchet et si elle n'a pas accès aux informations des waste contractors, au moins, tant que le déchet est sur place,
il est dans une tombe, il est voilà, dans un lieu où il ne risque pas de polluer. Ça, c'est pour les boues usées. Hein. Alors, j'avance. Il y a d'autres points qui sont intéressants. C'est évidemment les bonnes pratiques, hein, comme je le disais, hein, pour éviter la contamination du sol pendant le stockage temporaire. Et il y a aussi l'importance de minimiser, évidemment, la génération des déchets. En ce qui concerne justement les bidons de produits chimiques vides, une pratique qu'on a observée, c'est le fait que ces conteneurs sont récupérés par le fournisseur de produits chimiques. Alors ça, c'est très intéressant et c'est effectivement une pratique qui fait sens. Mais attention à ce que ce fournisseur de produits chimiques, parfois pour aller vite, ne change pas l'étiquette qui est sur le bidon et il utilise ce bidon pour un autre produit chimique. Alors là, ça devient compliqué parce qu'on a des étiquetages qui ne correspondent pas à ce qu'il y a dans le bidon. Et là, ça devient important justement de travailler avec un fournisseur de produits chimiques qui ait des bonnes pratiques, qui soit transparent et qui soit extrêmement vigilant à l'identification des risques. Voilà, donc ça c'était sur la partie déchets, donc c'était vraiment plus rapide. Moi de toute façon j'en reviens toujours au même point. À nouveau, si vous travaillez sur l'élimination des substances dangereuses, vous contrôlez aussi beaucoup mieux les déchets. C'est-à-dire que si on n'a pas de substances ou on en a beaucoup moins, on a des substances dangereuses qui sont bien moins utilisées dans la production, ça veut dire qu'on en a bien moins dans les eaux usées, ça veut dire qu'on en a bien moins dans les boues usées. Donc, si nos boues usées sont moins toxiques, ça devient moins problématique de traiter ce déchet. Ça devient moins préoccupant de savoir qu'est-ce qui va être fait de ces boues usées. Donc, la clé, c'est vraiment de travailler sur le problème à la source qui est les produits chimiques. Et comment travailler sur cette question des produits chimiques? Rappelez-vous, il faut déjà que l'usine ait quelqu'un de désigné pour travailler sur ce sujet et il faut donner à l'usine accès à la formation, accès au capacity building. Il faut qu'elle puisse former ses employés. Voilà, donc je vais prendre vos questions. Hop, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ok, alors j'ai une question sur. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives pour le délavage du jeans? Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a énormément de façons différentes hein, de réaliser des traitements sur le denim. Alors, moi, je ne suis pas experte des process de production de denim, donc je vais vous donner simplement quelques éléments de réflexion, mais je pourrais vous faire suivre plus d'informations hein, sur le denim. Alors, je pense que vous êtes aussi au courant hein, de l'existence de certaines alternatives qui sont moins polluantes sur le traitement du denim. Il y a par exemple le laser, le fait d'utiliser donc la technologie du laser pour pouvoir réaliser par exemple justement une décoloration du tissu ou pour pouvoir le brûler en fait et obtenir certains effets de mode très recherchés. Donc ça c'est une des technologies. Vous avez aussi une technologie qui est le délavage à l'ozone. Qui est donc c'est une machine qui est waterless, qu'on appelle voilà un procédé qui consiste à utiliser vraiment moins d'eau pour le délavage du jeans. Donc voilà, il existe des technologies pour le denim. Je vous enverrai une liste hein, plus exhaustive et plus précise parce que voilà, c'est pas ma spécialité. Mais c'est vrai que voilà, les usines vont peut-être vous dire bah oui, mais c'est beaucoup plus coûteux. Oui, mais c'est beaucoup plus ça va demander à réorganiser aussi la main d'œuvre hein, puisqu'on n'est plus sur les mêmes le même taux d'occupation des employés. Donc, ça soulève beaucoup de questions. Mais effectivement, il existe des alternatives. Après, rappelez-vous, je disais bien hein, que pour le permanganate de potassium, selon la façon dont il est manipulé, selon la façon dont le process est contrôlé dans l'usine, on peut avoir vraiment différents. Je veux dire, le risque est plus ou moins maîtrisé. Donc, si vous mettez en place dans cette usine tout ce qu'il faut
pour vous assurer que les travailleurs ne vont pas être exposés au permanganate de potassium, voilà, c'est pas forcément une pratique qu'il faut bannir, mais voilà, il faut être très attentif à comment l'usine gère le sujet et qu'est-ce qu'elle met en place comme solution pour contrôler les risques. Alors, je lis les questions, hein. Ouais, bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement qui se questionnent sur le délavage du dénime. Donc, moi, je vais vous envoyer des informations plus précises par email. Je préfère voilà, prendre le temps de récupérer une information qui soit plus pointue pour vous. Alors, il y a effectivement des questions aussi sur quelle documentation trouver sur les produits chimiques. Oui, moi je pense que pour beaucoup de personnes, c'est assez difficile de se sentir à l'aise sur le sujet, hein, parce que le sujet des produits chimiques, il est quand même assez complexe. Et donc, on est nombreux, je pense, à souvent se dire oulala, par où prendre le sujet, par quel bout prendre le sujet, c'est très compliqué. Il existe quand même de plus en plus de formations surtout en ce moment, hein, moi je vous incite beaucoup à vous renseigner sur les webinars aussi qui sont organisés vraiment sur ce sujet précis des produits chimiques. Par exemple, sur le chrome, j'ai une collègue chez Eurofins BLC qui va organiser un webinaire sur le chrome. Donc, il faut absolument voilà, profiter aussi de cette période pour se renseigner et apprendre. Je pense que c'est peut-être le bon moment pour le faire. Moi, je vais vous envoyer aussi un lien avec une organisation qui propose des e-learning sur les produits chimiques qui, je trouve, sont bien faits. Tout ça, c'est voilà, donc il y a ces e-learning, il y a aussi des fiches techniques, hein, auxquelles vous pouvez avoir accès, par exemple, sur le site de ZDHC, l'initiative Zero Discharge for Hazardous Chemicals. Vous avez des fiches et des documents aussi qui peuvent vous aider à vous y retrouver sur le sujet. Donc, voilà, d'un côté, vous pouvez vous former. De l'autre, je pense qu'effectivement, parfois, ça peut être nécessaire d'avoir le soutien d'un consultant qui soit expert sur les substances restreintes pour vous aider, vous, dans votre entreprise, à aborder le sujet. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se disent, bon ben voilà, je vais récupérer la Restricted Substances List de telle enseigne et telle autre, je vais faire un mélange, ou alors je vais mettre tout ça parce que je ne suis pas sûre de qu'est-ce qui est applicable ou pas à mes usines et à ma production, donc autant viser large. Sauf qu'après, vous vous retrouvez avec des listes de substances interdites qui sont beaucoup trop importantes et qui ne sont parfois pas adaptées aux produits que vous produisez. Et là, vous pouvez avoir de l'aide, c'est-à-dire qu'un consultant peut vous aider justement voilà, en fonction des produits que vous produisez, il va vous dire tel et tel produit chimique sont potentiellement à risque pour tel produit, donc vous devez voilà, vous focaliser sur tel et tel produit chimique à restreindre. Voilà, enfin, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que d'un côté, vous pouvez vous former et vous sentir plus à l'aise avec le sujet, mais c'est sûr que c'est un sujet qui est très pointu et donc à partir d'un certain moment, pour mettre en place une stratégie et pour être sûr que vous avez une liste de substances restreintes qui est adaptée à votre type de production, ça peut être voilà, une bonne chose d'avoir un avis d'expert pour recentrer sur les priorités votre liste de substances restreintes. Ça vous permettra aussi de faire les bons tests et de ne pas faire des tests qui sont inutiles. Je pense que ça, c'est assez important. Ok, alors ce que je vais faire, c'est qu'effectivement, je vois qu'il y a des questions qui sont quand même assez précises. Je préfère voilà, prendre le temps de vous répondre par écrit pour que ça soit voilà, plus précis. Donc, ce que je vais faire, c'est ça, c'est que je vais vous envoyer des éléments sur. De toute façon, comme je vous le disais dans la présentation, j'avais d'autres slides plus précises sur les types de produits chimiques à risque. Donc, je vais vous envoyer tous ces éléments par écrit
et comme ça, vous aurez des réponses plus précises. Hein. Je préfère faire ça vu qu'il est presque midi. Donc, juste pour conclure hein, sur ce webinaire, les messages, en tout cas, que je souhaite faire passer aujourd'hui, ce sont les suivants. Pour commencer à travailler sur l'élimination progressive des produits dangereux dans la production, il faut que l'usine elle soit dans les bonnes conditions. Pour faire cela, il faut qu'il y ait une personne qui soit désignée pour être en charge du sujet et il faut voilà, essayer en tout cas d'aider cette personne à être formée, à avoir les compétences. Sachant à nouveau hein, qu'il ne s'agit pas d'être un super expert en chimie, mais il faut voilà, que ce soit une personne qui ait accès à de la documentation, comment lire une fiche de sécurité, comment lire une liste de substances restreintes, comment voilà, comprendre quelles sont ces substances qui sont à risque, avoir quand même un minimum de connaissances. Ça demande voilà, qu'on donne accès aux formations aux usines et qu'on leur donne voilà, accès aux connaissances. Après, il y a évidemment une petite boîte à outils hein, qui est importante pour l'usine. Elle doit avoir un process pour sélectionner ses fournisseurs de produits chimiques. Elle doit avoir un système pour récupérer la documentation sur les produits chimiques et voilà, être capable d'évaluer si ce que le fournisseur de produits chimiques lui a envoyé, est-ce que c'est voilà, suffisamment robuste ou pas pour pouvoir avoir confiance, je dirais, et se dire que le produit chimique acheté ne contient pas les substances qu'on ne veut pas voir. Sur la partie des eaux usées, comme je le disais, hein, travailler sur le premier enjeu des produits chimiques, c'est aussi travailler sur un meilleur contrôle de la pollution liée aux eaux usées. Il faut aussi, à nouveau, une question de formation. Hein. Les opérateurs des stations d'épuration ont besoin de mieux maîtriser le sujet. Et une solution, ça peut être aussi voilà, des outils de suivi qui permettent, et moi j'en ai vu beaucoup en Chine par exemple, hein, des stations d'épuration qui étaient équipées de systèmes avec des capteurs dans les bassins, un écran d'ordinateur qui aide réellement le responsable de la station d'épuration à savoir comment il doit contrôler cette station d'épuration. Un point aussi qui était intéressant, c'était voilà, de rappeler que la station d'épuration biologique est une station d'épuration qui est plus appropriée pour le traitement des eaux usées. Et donc, voilà, c'est important de considérer la possibilité de changer. Alors, je sais que ça peut paraître un investissement gigantesque, mais moi, j'ai vu quand même des usines qui le faisaient. J'ai vu aussi des marques qui demandaient à leurs usines de passer à une station d'épuration biologique. Et enfin, sur la partie des déchets, hein, donc à nouveau, si vous travaillez sur les enjeux 1 et 2, vous travaillez aussi sur l'enjeu 3, puisque si vous avez aussi une station d'épuration qui est mieux gérée, et par exemple une station d'épuration qui est biologique, vous générez beaucoup moins de boues usées. Donc si vous générez moins de boues usées, voilà, vous avez moins de déchets solides dont vous devez vous occuper. Donc, sur les déchets, ce qui était important, hein, c'était la transparence des pratiques locales et le fait d'identifier des alternatives pour la façon de gérer les déchets comme traitement final. Voilà, donc il y aura un dernier webinaire la semaine prochaine qui sera sur les standards et les initiatives dans l'industrie autour de l'évaluation environnementale. Donc on ne parlera pas voilà, de ce qui se passe vraiment dans l'usine, on va parler de solutions et outils pour l'évaluation environnementale. Donc, on va parler de ZDHC, on va parler du Higg Index, de BEPI, d'Amphory, voilà, pour vous donner un peu un aperçu aussi de ce qui existe comme standard. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce webinaire. Il y avait des questions très techniques auxquelles je répondrai par écrit. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir.